Bonjour et bienvenue pour cette édition spéciale sur la place du marché où a été installé cette année un court de tennis. Alors pourquoi ce choix insolite ? Tout simplement parce que le Rolex Monte Carlo Masters vient de débuter au Monte Carlo Country Club et s'apprête à faire vibrer les fans de la petite balle jaune jusqu'au 14 avril. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les prétendants se bousculent pour le titre. Alors au sommaire de cette édition, nous recevrons un invité, Mélanie Antoinette Demassi, la présidente de la Fédération monégasque de tennis. Djokovic, Alcaraz, Sinner, Rune, Rublev, ils sont nombreux à pouvoir prétendre à la victoire cette année. Nadal, quant à lui, est forfait. Alors, qui sera le plus fort pour cette édition 2024 à Monte-Carlo ? Frédéric Elion vous fera un point sur les forces en présence. David Massé, le directeur du Rolex Monte Carlo Masters, participera lui aussi à cette émission, tout comme Stefano Tsitsipas et Andrei Rublev. Et puis, nous reviendrons bien sûr sur ce premier jour de qualification du Rolex Monte Carlo Masters. Bonjour Mélanie Antoinette Demassi. Merci d'être ici avec nous sur ce plateau, un plateau insolite. Très insolite en effet, et merci de m'accueillir comme toujours sur votre plateau. Alors vous êtes la présidente de la Fédération monégasque de tennis. On se souvient de vous évidemment toute jeune avec votre maman au Rolex Monte Carlo Masters. Vous avez toujours été passionnée par ce sport, par le tennis ? Et oui, ma mère m'a amenée avec elle sur le tournoi évidemment, sur le club à l'année, pour suivre notre équipe de Coupe Davis également dans les déplacements, à certains âges différents, mais donc le tennis a vraiment fait partie de ma vie et oui, je suis passionnée, mais je pense que je l'aurais été même si ma mère ne m'avait pas plongé là-dedans si tôt. Alors, est-ce qu'en quelque sorte, elle vous a préparé à sa succession ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pris complètement vos marques ? Car ça fait déjà quelques années maintenant que vous occupez de ce tournoi en principauté. Écoutez, je pense que oui. Alors déjà, donc, comme je disais, elle m'a impliquée depuis toute petite. Elle m'a formée en fait. Donc même en me donnant certaines missions quand j'étais adolescente, par exemple. Et j'étais sa vice-présidente depuis 2008. Donc ça fait quand même pas mal d'années que j'avais mes propres missions déjà et que nous travaillions en binôme sur la plupart de nos projets, sur l'organisation du tournoi, sur les travaux au Monte Carlo Country Club. Donc c'était vraiment un travail en binôme. La différence en réalité, c'est que maintenant, il y a beaucoup de choses que je faisais avec elle que maintenant je fais seule. Le Rolex Monte Carlo Masters est un tournoi historique. En quoi il est essentiel pour la principauté de Monaco ? Alors déjà, nous sommes le plus ancien tournoi sur terre battue et tout simplement l'un des plus anciens tournois au monde. Et il semble correct de dire qu'il participe au rayonnement de la principauté. Nous avons en termes d'audience, si je reprends les chiffres de 2023, plus de 205 millions. Et sur site, l'année dernière, nous avons eu 143 223 personnes. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'événements en principauté qui puissent avancer ce chiffre-là. Donc je pense qu'il faut vraiment protéger ce tournoi et il participe à la vie culturelle, la vie sportive de Monaco depuis tant de temps. Il est incontournable vraiment. Et justement, est-ce que c'est parce qu'il plaît autant que vous avez choisi cette année d'installer ici un mini terrain de tennis sur cette place du marché ? Écoutez, oui, je pense que c'était une idée un peu insolite, comme d'avoir organisé le tirage au sort au musée d'anthropologie également. Mais je voulais vraiment essayer de mettre en valeur tous les endroits de la principauté. Donc ça va prendre quelques années, bien entendu. Mais la place du marché, c'est un des cœurs, un des poumons de la principauté. C'est une place très populaire. Tout le monde, tous les résidents monégasques viennent, même s'ils ne viennent pas régulièrement, au moins viennent de temps en temps faire les courses ou déjeuner ou prendre une part de soca ou quelques barbes de joint, par exemple. Donc pour moi, c'est important de mettre en valeur cette place
place et d'être ouvert au public. Le tennis reste un sport populaire et je souhaite le faire découvrir aussi au plus grand nombre, surtout au niveau des enfants. Beaucoup de monde d'ailleurs, si on regarde derrière nous sur cette place du marché. Également beaucoup de monde au Monte Carlo Country Club. Alors est-ce que c'est difficile justement d'organiser un tel tournoi que le Rolex Monte Carlo Masters, parce que ça reste quand même un club avec des membres à l'année? Oui, ça c'est sûr que c'est pas chose facile, c'est pas comparable à d'autres tournois où ils rentrent dans un stade. Et bon, c'est énormément de travail aussi, mais c'est vraiment incomparable. Nous devons monter toutes les structures et puis les enlever après le tournoi et tout cela le plus rapidement possible pour déranger les membres le moins possible. À la fin de notre exercice, donc qui est au 30 septembre, nous étions à 2282 membres. Et en termes de licenciés, ça inclut aussi par exemple les enfants de l'école de tennis qui ne sont pas tous membres. Nous avions plus de 2500 membres qui eux évidemment veulent continuer leurs activités. Donc nous devons monter tout ça le plus rapidement possible en essayant de les déranger le moins possible. Et pour ça, je tiens vraiment à féliciter mes équipes. Vraiment tous les services, ils sont fantastiques, ils mettent vraiment du cœur à l'ouvrage. Ils font un travail extraordinaire et je ne sais pas ce que je ferais sans eux. Une dernière question qui nous brûle les lèvres. Beaucoup de prétendants au titre cette année pour le Rolex Monte Carlo Masters. Vous, votre favori, vous avez un favori? Valentin Vachereau. Évidemment. Merci beaucoup Mélanie Antoinette de Massy. Alors nous en parlions à l'instant au titre cette année, énormément de prétendants. Et pour faire le point justement sur les forces en présence, je vous propose que l'on retrouve tout de suite Frédéric Hélion au Monte Carlo Country Club. Alors Frédéric, y a-t-il cette année un grand favori pour cette 117e édition ? Si l'on se fie aux résultats du début de saison, Chrisinda, un homme arrive en grand favori ici pour la 117e édition du Rolex Monte Carlo Masters. Yannick Sinner, le numéro 2 mondial, réalise un début de saison exceptionnel. L'Italien a remporté en janvier son premier grand chelem à l'Open d'Australie en dominant successivement Rublev, Djokovic et Medvedev. Rien que ça, le numéro 2 mondial est en pleine confiance et même s'il a un petit peu moins de références sur terre battue que les autres joueurs du top 4, il a également remporté les tournois de Rotterdam et de Miami. Son bilan depuis le début de saison est tout simplement ahurissant. 22 victoires pour une seule défaite face à Carlos Alcaraz. L'Espagnol de 20 ans est l'un des autres favoris de ce tournoi. Il joue très bien sur terre battue. Il a déjà remporté 2 fois le tournoi de Madrid, mais il n'a jamais fait mieux qu'un deuxième tour ici en Principauté. Toujours parmi les favoris, Chrisinda, Novak Djokovic, il arrive ici en Principauté sans avoir remporté le moindre tournoi depuis le début de saison. Une première depuis très longtemps, mais on le sait, le Serbe a déjà gagné 2 fois ici à Monte Carlo. Il est tenant du titre à Roland-Garros et joue bien sûr très bien sur terre battue. Parmi les autres outsiders, on peut citer Andrei Rublev, le tenant du titre, Holger Rune, le Danois, qui est capable lui aussi de très bien jouer sur terre battue quand il a le cerveau à l'endroit. On peut aussi citer Stefanos Tsitsipas, vainqueur de 2 des 3 dernières éditions, ou encore l'Allemand Alexander Zverev. Écoutons à présent Andrei Rublev. Of course, it's a special to come back, especially like you say, in a place where I won. But I'm trying to put this aside. It's already past, so I'm coming here as a beginner. For me, yes, it's an important moment because I feel I can play good on clay, and I feel, that I have a good game to fight against top players on clay. David Massé, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur du Rolex Monte Carlo Masters. Avant de commencer à parler du tournoi, bien sûr, une première question. Parlez-nous un petit peu de votre parcours. Est-ce que vous avez toujours été passionné par ce sport, le tennis? Oui, en fait. J'ai commencé à travailler pour un tournoi de tennis en l'année 1999. Après, j'ai passé 20 ans à l'ATP Tour. J'ai terminé ici à Monaco toujours, 20 ans à Monaco avec l'ATP Tour. Et j'ai travaillé dans quelques positions qui concernent le tournoi, les sponsors, les relations publiques. Donc c'était plusieurs départements à l'ATP Tour pendant mon carrière à l'ATP. Et après, en 2021, j'ai pris la décision, j'ai accepté de travailler pour le tournoi. Et en 2022, c'était
mon premier tournoi pour l'équipe. Et après 23, c'était mon premier tournoi comme directeur. Alors pourquoi cette décision de s'installer ici à Monaco? En fait, c'était l'ATP Tour qui était basé ici à Monaco depuis 1990. Et donc, le travail était ici. Donc, j'ai pris la décision de venir à Monaco pour travailler pour l'ATP Tour. L'année, c'était 2001. Donc, c'est ça. Donc, le temps passe à une vitesse incroyable. J'ai trouvé ma femme ici dans quelques semaines et nous sommes mariés avec 3 enfants, tous scolarisés ici à Monaco. Alors, le programme de cette 117e édition, est-ce qu'il est riche, je suppose, varié? Oui, même aujourd'hui, on est sur la phase, on dit ça, qualification, c'est la phase juste avant le tableau final. Aujourd'hui, sur la course centrale, on a des joueurs qui sont anciens vainqueurs de tournoi, comme Fognini qui va jouer à 17h. Il y a aussi un joueur comme Dominic Thiem qui a gagné le Grand Slam. Il y a vraiment un plateau exceptionnel. Diego Schwartzman qui était 2 fois 4 finalistes. Donc aujourd'hui, c'est exceptionnel. Et demain, on commence la table finale avec le top 10. Ils vont jouer mardi et mercredi après la suite. Mais il y a des matchs sur le premier tour qu'on peut imaginer que c'est les 3e tours d'un Grand Slam déjà. Donc c'est très très difficile à gagner des matchs ici. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a Valentin Vacheau qui va jouer contre le 9e au monde dans Grigor Dimitrov. C'est un joueur qui vient de jouer la finale à Miami, 9e au monde. Et donc, ce n'est pas facile pour Valentin. Mais ça sera un super match. Ça sera un super match. Parce que Valentin aussi joue extrêmement bien cette année. Donc, on espère que ça sera un bon match pour tout le monde. Alors, c'est un tournoi historique, le Rolex Monte Carlo Master. Quels sont ses atouts pour les joueurs? C'est un tournoi, je crois que c'est l'historique, c'est le côté très important en fait pour les joueurs. Il y a le prestige du tournoi, les anciens vainqueurs comme Björn Borg, la liste est très très longue. Il y a tellement de joueurs qui étaient classés premiers au monde, qui ont gagné le tournoi. C'est très très riche, il y a un couloir avec les vainqueurs. Et c'est fascinant de voir ça. C'est le plus ancien tournoi au monde sur terre battue. Et en termes de joueurs aujourd'hui, c'est le premier Masters 1000 sur terre battue. Donc pour eux, c'est très important. Ils viennent de passer quelques mois sur différentes surfaces. Donc ils viennent ici. Et normalement, on voit qu'un joueur qui fait bien ici, il fait bien aussi à Roland Garros après. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année? On a plus de nouveautés. C'est peut-être pas évident à voir tout de suite, mais on a créé une tribune mère c'est un test pour nous. On a changé le pente pour améliorer l'expérience pour les fans, mais aussi pour la télévision. On a rajouté des loges. On a aussi créé des portiques pour créer des l'abri pour les spectateurs. J'espère contre le soleil plutôt que contre la pluie, mais c'est pour les deux chances. Pour les fans qui veulent voir le maximum de temps le match, c'est possible aussi voir le click and collect. Ça veut dire qu'il peut commander à manger depuis n'importe où et il y a un créneau horaire pour le récupérer. Donc il y a ça, on teste ça. Après, on essaie toujours de penser qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Donc on a une équipe de réseaux sociaux qui est double que qu'on avait déjà en 2023 et on espère que l'expérience sur le site et de loin, c'est exceptionnel pour tout le monde. Alors le tournoi est complet. Combien de spectateurs par jour? Le capacité sur le site, une seule fois, c'est un peu moins de 16 000 personnes. Donc c'est vrai qu'on atteint cette plateau, on va dire. Même aujourd'hui, on est presque à cette capacité. Donc, et jusqu'à jeudi inclus, parce qu'on joue sur le cours annexe. Et après, les 3 derniers jours, ça a diminué vers environ 15 000 personnes. Alors l'an passé, le Russe André Rublev s'est imposé en finale contre le Danois Holger Rus. Il est toujours difficile de faire des pronostics. Selon vous, quel est le favori cette année pour ce tournoi? C'est une bonne question et c'est très difficile à dire.
le joueur qui joue le mieux maintenant, on voit ça avec les points qu'il a tenus depuis la saison 2024, c'est Jannik Sinner. C'est un joueur qui joue extrêmement bien, mais il vient de gagner le titre à Miami. J'espère qu'il se trouve en bonne forme. Après, il y a Novak Djokovic. Il reste numéro 1 au monde. Déjà, il a gagné ici 2 fois. Et je crois c'est sûr qu'il est parmi les favoris aussi. Les 2 joueurs qu'on avait ici aussi, Tsitsipas et Rublev, donc les 2 derniers vainqueurs de tournoi. Et la liste est très très longue parce qu'il y a Medvedev, la liste est tellement longue qu'on peut passer la journée en parlant de tous les joueurs qui méritent de gagner le tournoi. Merci beaucoup David Maessé. Alors nous avons posé la même question aux spectateurs. Nous sommes allés à la rencontre du public pour savoir quel était leur favori. Frédéric Elion. Djokovic, parce que il joue super bien sur terre battue et peut-être que ce serait lui préparer avant Roland Garros. Sinner va être pas loin. Djokovic peut-être aussi, mais Sinner est pas loin, je pense. Ouais. Djokovic, bien sûr. Djokovic, c'est le boss, c'est le GOAT, c'est Nolé, quoi. Enfin, je le vois complètement gagner le tournoi. Ouais. J'hésite un peu avec Sinner parce que Sinner, quand même, vu ses derniers résultats sur dur, il est extrêmement fort. Mais je ne sais pas s'il va arriver à garder ce niveau extrêmement haut sur terre battue. Djokovic sur Alcaraz en finale. En patron, je pense qu'il se prépare depuis un petit moment. Je pense que ça va être l'expérience encore qui va parler cette année. J'espère Valentin Vachereau, le local de l'étape, même s'il a un premier tour difficile contre Dimitrov. Et sinon en français, Hugo Humbert ou Manarino, si jamais. Je vous propose d'écouter à présent Stefano Tsitsipas et Hugo Nys battus au premier tour des qualifications. Coming into the Monaco tournament, it's something that brings back good memories. I've built here some great moments with my family and my friends. For me, it's also my residence, so I spend plenty of time here during the year preparing, getting ready for other tournaments. So having to prepare now here for the actual tournament is much sweeter than it is for having to travel the next day to another place around the world. Spending time with the closed ones, being in my own element, in my own zone, something that I do miss when I'm in competition. I miss home, and for me, home is associated with Monaco. For the last 4 to 5 years, since I moved to Monaco, I've directly saw Monaco as my domicile and the place that I reside. So it's been treating me really well in the past few years, and the people here have been making sure I have the best of times with my tennis, but also with everything else that surrounds my life. Look, I like to bet sometimes, not always. But in regards to my tennis, I would really, take it step by step. You know, it's nice to bet on you and give a big prediction, a big bold prediction of how you're going to perform. But I'm more in the mindset of let's bet more in getting in the quarterfinals or semifinals first, and then maybe starting to get a sensation of how my tennis feels and how my movement is on the court. J'ai appris très tard que j'allais jouer le tournoi hier soir, mais bon, j'étais prêt, toujours beaucoup de fierté, de plaisir. Maintenant, c'est vrai que je suis très spécialisé en double, donc j'ai pas beaucoup de simples derrière moi. Malgré ça, je sais que je peux bien jouer, je peux embêter pas mal de monde, ce qui était le cas au début du premier jusqu'à la moitié. Après, il a fait un très bon match et moi, c'est vraiment le manque de repères qui a fait que peu de premières en coup droit. C'est vraiment très différent du double, même si j'ai été un joueur de simple avant tout, mais un peu de manque de repères. Après, je prends Super 6-3, 6-1 en 1h30, donc c'était quand même très accroché dans les jeux et pas beaucoup de réussite sur mes balles de break. J'ai 0 sur 5 ou 6, je crois. Et voilà, après, il a fait un très bon match. Bravo à lui. C'est ainsi que se referme cette édition spéciale de la Place du Marché. Je vous laisse à présent en compagnie de Yannick Debever pour le reste de l'actualité à Monaco. Bonsoir Yannick. Bonsoir Chrisinda, bonsoir à toutes et à tous. Nous reparlerons encore un peu de tennis dans cette édition puisque nous irons voir Henri Lecomte au Métropole Shopping. L'ex-tennisman français était invité pour une séance de dédicace de son livre Balle neuve. Et puis nous fêtons aujourd'hui la journée internationale du sport au service de la paix. À cette occasion, le département des relations extérieures a organisé un colloque devant des lycéens pour évoquer l'importance parfois vitale du sport dans la vie de chacun. Et puis au-delà du début du Monte Carlo Rolex Masters,
Ce week-end, l'autre compétition internationale à Monaco, c'est l'exposition féline. Nous avons été faire un tour au cœur de cet événement toujours aussi populaire. Et enfin, nous rejoindrons notre correspondante à New York, Alexandra Pani, pour votre chronique US et l'ouverture du premier Beef Bar aux États-Unis. Restons dans l'ambiance tennis d'abord avec une légende française de passage à Monaco à l'occasion du Monte Carlo Rolex Masters. Henri Lecomte était l'invité ce samedi du Métropole Shopping pour une séance de dédicace à la Fnac. L'ancien numéro 5 mondial est venu présenter son ouvrage Balle neuve, paru en fin d'année dernière. Il est au micro de Justin Hadel. Ce qui se cache dedans, c'est un peu vraiment c'est ma vie, comment j'ai pu évoluer, comment j'ai pu arriver à me comprendre avec le travail qu'on a pu faire ensemble avec Maya, parce que c'est un livre qu'on a mis 2 ans et demi à le faire. C'est de pouvoir accepter tout ce qui m'est arrivé autour de ma vie, de ma carrière, de ma première vie, parce que j'ai une deuxième vie maintenant après 50 ans, et surtout de pouvoir accepter, bien sûr, tout ce qui a pu se passer. Balle neuve, parce qu'il y a une continuité. Il n'y a pas un livre, il y a un autre livre. Balle neuve, c'est toujours, on est encore dans le match, on change, on met des balles neuves, voilà, on évolue dans ce match qui est un match assez difficile, avec des épreuves, avec des joies, avec des peines, qui est notre vie, mais qui est extraordinaire. Donc on est toujours dans le match, on est toujours dans l'évolution de l'homme, de l'être humain, de pouvoir partager et de pouvoir aussi, par moments, comme j'ai eu quelques matchs, où j'ai besoin de vous pour me sortir du pétrin. J'ai vécu un moment fantastique, ça a été aussi le fait de pouvoir battre Björn Borg en 83, et c'était ici à Monaco, au Country Club. C'est quand même un endroit, c'est magique, quoi. C'est un endroit avec une vue, avec tout ce qui est autour. Monaco, quand on arrive, c'est la saison terre battue, c'est les personnes qui sont heureux de se retrouver, c'est aussi la classe, c'est des moments où on peut vraiment aussi partager avec tout le monde. En bref, pour rester dans l'actualité sportive, ce week-end se déroule le Grand Prix du Japon. À Suzuka, Charles Leclerc n'a pu faire mieux qu'une 8e place en qualification. Son coéquipier Carlos Sainz partira quant à lui 4e. La pole position a été assurée pour la 4e fois consécutive par Max Verstappen. Départ de la course ce dimanche à 7h. À Monaco, le 2e Open de Pai Jeddah, l'art martial monégasque, a été de nouveau un franc succès. Organisé en partenariat avec l'organisation Peace and Sport et en présence de la famille princière, cette seconde édition a permis de transmettre une nouvelle fois les valeurs de ce sport basé sur la tolérance et le respect des autres. En ce 6 avril, date de la journée internationale du sport au service de la paix, toutes les personnes présentes ont pu brandir bien haut la très symbolique White Card. C'est une période très active pour l'organisation monégasque Peace and Sport. Ce vendredi, ils étaient également partenaires d'un autre événement à Monaco. À l'occasion de cette journée du 6 avril, le département des relations extérieures, en partenariat avec le Haut Commissariat aux réfugiés, a organisé un colloque au sein de l'établissement FANB. Devant les classes de terminale, 4 grands témoins sont venus raconter comment le sport avait changé le cours de la vie de réfugiés. Ce facteur d'inclusion leur a permis un nouveau départ. Regardez ce reportage de Patricia Navarro et Camille Caloni. Créer un lien social, s'intégrer, ce sont notamment les principales difficultés auxquelles doivent faire face les réfugiés lorsqu'ils trouvent une terre d'accueil. Pour sensibiliser la jeunesse au sort de ces personnes qui ont connu des parcours de vie où la guerre, le déracinement et la résilience ont fait partie de leur quotidien, le Haut Commissariat aux réfugiés organise régulièrement des temps d'échange et de réflexion. Une table ronde s'est ainsi tenue au lycée FANB sous l'égide du département des relations extérieures et de la coopération pour évoquer la situation des réfugiés dont le nombre ne cesse de croître. Ce chiffre ne fait que augmenter du fait de la multiplication des conflits, du fait du réchauffement climatique. Et donc c'est d'autant plus important de penser à intégrer ces personnes-là dans les sociétés d'accueil
Et le sport est un merveilleux moyen d'intégrer les personnes réfugiées. Fanous, une réfugiée afghane vivant actuellement à Metz et ayant appartenu à l'équipe nationale féminine de football d'Afghanistan, est venue témoigner de la façon dont le sport lui a permis de s'intégrer et de penser ses plaies morales, tout comme Amar et Boubacar qui travaillent aujourd'hui en France dans le secteur du sport. Ça permet aussi d'avoir une famille, parce que je me dis, c'est qu'en fait, quand on arrive en France, on connaît personne, ça nous permet de créer des liens avec d'autres personnes. Aujourd'hui, il y a certains que je connais depuis 5 ans à travers l'équipe de foot, toujours on se connaît, on en parle. Et mes meilleurs amis, parce que c'est des personnes qui sont au foot, qui font les activités sportives avec moi. Aujourd'hui, grâce à ce que je pratique avant, la capoeira par exemple, je donne mes cours de capoeira et je suis un entrepreneur et je donne des cours de sport à plusieurs différents types de sports. Le sport, c'est un fort outil d'inclusion sociale et ça nous permet vraiment de s'intégrer là où on est, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Le sport, c'est un grand outil d'intégration. Fanous, Boubacar et Amar font aujourd'hui partie ensemble de l'équipe de football française des réfugiés. Ils disputent des compétitions internationales. Au-delà des différences, des origines et donc du sexe, que l'on soit femme ou homme, leur témoignage prouve que la renaissance d'un réfugié est facilitée et encouragée par la pratique d'un sport. L'AS Monaco FC reçoit le Stade Rennais ce dimanche pour la 28e journée de Ligue 1. Après la victoire du LOSC ce vendredi soir, les hommes d'Adi Hutter doivent absolument gagner pour garder leur 3e place et mettre la pression sur Brest 2e. Après l'échec de la saison passée et aucune qualification pour les coupes européennes, les Monégasques sont très motivés. Écoutez l'entraîneur Adi Hutter et le défenseur Ismail Jacobs. I think they are the second best team since January, since this year. They had 20 points, we had 16, so they are 4 points better than us. But also, okay, the difference in the table is 10 points, but in the end, it's we can do a big step against Rennes for this home game. But also we know our home statistic is not so well. But we have to do it better at home. But also the last 2 home games, especially against Paris, I think we did a really good game. Also against Lorient, because the result was not the same what we saw in these 90 minutes. We were a little bit unlucky, and these 2 games at home. It makes me with more confidence for our players, and also the victory in Metz, and so this game on Sunday is also a very, very important game for us. It was a different season last year. We had the World Cup, we had the EuroLeague, a lot of games. I think at the end there was a little bit, the batteries were very low, and you really felt it in the team as well. But I think this season, I feel in the training and in the games that everyone is still sharp, everyone is focused on our goal to reach Champions League. So me personally, I have a good feeling for the rest of the season. Et le coup d'envoi de la rencontre sera donné au Louis II ce dimanche à 17h05. Aujourd'hui s'ouvrait la 6e exposition féline internationale de Monaco à l'espace Léo Ferré. Pendant 2 jours, les visiteurs ont la possibilité de venir observer de très nombreuses races de chats. Pour ces petites bêtes et leurs maîtres, l'objectif est simple, remporter le premier prix des concours. Justin Hadel et Camille Caloni vous expliquent tout ça. Ils sont presque 220 réunis en un seul et même endroit. Les plus beaux matous provenant même pour certains de l'étranger. France, Italie, Danemark, Suisse, voire même États-Unis. Plus d'une vingtaine de races sont comptabilisées. On a des orientaux, on a des angora turcs, on a des selkirk, on a bien sûr des Maine Coon, des sibériens, on a des British Shorthair, British Longhair, Bengal, Toiger, donc des races qui sont plus ou moins connues. Il y aura à peu près 120 prix qui vont être remis en coupe et plus de 200 cocardes. Pour les plus de 80 éleveurs présents sur place, c'est l'opportunité de montrer à quel point ils chouchoutent leurs bêtes. Tous sont persuadés qu'ils ont le plus beau chat, même si, ici, tous sortent du lot. Chacun a sa particularité.
La particularité, elle est là. C'est une queue courte en fait, une queue qui est en pompon idéalement, entre 3 et 10 cm. Voilà. Ils ont le visage qui est quand même triangulaire, au contour arrondi. C'est des chats très élégants, très athlétiques. Chez les personnes, tout est rond. La particularité du Maine Coon, c'est des chats qui sont très très grands comparés aux autres chats que vous verrez sur l'exposition. On essaye d'avoir des yeux le plus bleus possible. Outre le concours dont les vainqueurs seront départagés par 6 juges européens et un juge américain en fonction des différents critères, des stands présentent du matériel, de l'alimentation et des produits en tout genre pour les félins. L'occasion pour tous les visiteurs de s'informer mais surtout de s'émerveiller face à la beauté d'un animal et pour beaucoup, d'un regard. Il y a quelques semaines, nous recevions Riccardo Girodi pour annoncer la prochaine ouverture à Tbilissi en Géorgie du 40e membre de la famille Beef Bar. Et bien depuis quelques jours, New York possède aussi son Beef Bar. On retrouve sur place Alexandra Pani pour faire un état des lieux. Bonsoir Alexandra. Bonsoir à vous, tout à fait, il s'agit du premier Beef Bar à ouvrir ici aux États-Unis et c'est New York, l'une des places les plus emblématiques pour la gastronomie internationale qui a été choisie pour cela. Vous allez le voir, tous les codes qui ont fait le succès de l'entreprise monégasque sont présents. Je vous propose de découvrir tout cela. Il est le dernier né de la famille Beef Bar et le premier à s'installer aux États-Unis. C'est tout naturellement à New York que ce nouvel établissement de Riccardo Girodi a ouvert ses portes dans le très prisé quartier de Tribeca. This was the original Nobu. When they came here in the 80s, this is where they started and they grew to hundreds of locations around the world. So being in Tribeca, being in the old Nobu, we're really excited to be here. L'atmosphère et la décoration, comme pour l'ensemble des établissements du groupe, ont été pensés par le talentueux duo Humbert et Poirier. On y retrouve tous les codes de la marque monégasque. From the textures to the brass to the marble, you have the elements of Beef Bar, but it's really representational of the city. So what you experience in Milan, in Saint-Tropez, and New York will be different, but you'll know you're in a Beef Bar. Those plates, they're in every location, but each location has its special plate. So New York, it has a little Statue of Liberty and an apple emoji. Les clients pourront découvrir une spacieuse cuisine ouverte sur le restaurant. À la création de ce menu américain, l'on retrouve le chef exécutif du groupe, venu en amont pour préparer cette grande ouverture. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le roquant, c'est un plat fétiche chez nous. Donc ça, c'est la portion, après on va la mettre dans la tempura, on va la faire. Donc ici, il sort que le street food. Et il y a beaucoup de plats, le barbecue, le burger, les spring rolls, les roquants. C'est un gros poste. On compte sur ça à New York pour toucher. Des propositions street food, finger food pour le bar. Côté restaurant, un menu plus développé avec les grands classiques de la maison. On va essayer de sortir un petit peu des clous du steakhouse classique qu'on trouve aux États-Unis. On n'est pas, bien sûr qu'on fait la viande, parce que c'est notre cheval de course, mais pas que. Pas que dans le sens où on doit amener une originalité dans le restaurant. On va pas apprendre aux États-Unis à faire de la viande. Non. Par contre, on a toute une autre technique, une autre façon de voir les choses sur le côté street food américain. Nos signatures comme le croque sando, comme le bourbon fumé au thé jasmin, avec la viande américaine quand même. On est pas mal sur la viande Creekstone, sur le Snake River Farm en Wagyu, la Madrigiane, la bolognaise au Kobe. On se garde donc un petit peu les touches qu'on a dans le monde entier, les pâtes qui fonctionnent mieux, la viande bien sûr, c'est évident, mais et les desserts, on va avoir nos barbecue, nos soufflés, toutes nos grosses signatures, on ne prend pas trop de risques. Aujourd'hui, le groupe Beef Bar compte une quarantaine d'établissements à travers le monde, une véritable success story monégasque qui a réussi à se faire sa place sur la scène gastronomique internationale. Passons à vos prévisions météo pour ce dimanche, c'est avec Justin Adel. Bonsoir Justin. Bonsoir Yannick, une journée clairsemée vous attend demain en principauté, du soleil le matin comme l'après-midi. Il sera cependant accompagné par du brouillard et des nuages, notamment à la mi-journée. C'est, rappelez-vous, ces fameux nuages de sable qui remontent du Sahara. Donc concernant les températures, évidemment, il fera chaud pour la saison, 14 à 20 degrés sur terre et 15 pour la mer. Le soleil se lèvera à 6h58 et se couchera à 20h05. En ce dimanche 7 avril, nous fêterons Saint Jean-Baptiste de la Salle. Avant de refermer cette édition, nous voulions rendre hommage à Alexis Grus, l'immense directeur de cirque. Il s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 79 ans d'un arrêt cardiaque.
Les spectateurs du 46e Festival international du cirque de Monte-Carlo avaient eu la chance de le voir à l'œuvre cette année pour la dernière fois. C'est évidemment aujourd'hui tout le monde du cirque qui salue la mémoire d'un pionnier aux multiples talents. Ce journal touche à sa fin, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse avec les photos depuis les coulisses de votre édition spéciale Monte-Carlo Rolex Masters, tournée sur la place d'Armes. Les clichés sont signés Manuel Vitali. Passez une excellente soirée, à demain 18h30.